La vie politique, on l'était bien plus autrefois qu'on ne l'est devenu, pour tout vous dire. Alors ils se sont amusés, nos auteurs, à recueillir bien des vacheries signées Talleyrand, Clémenceau, De Gaulle, Mitterrand. Pour ma part, je m'en suis tenu aux méchancetés de Monsieur de Talleyrand, et je ne vous cache pas qu'en allant butiner ces fleurs vénéneuses, j'ai souri plus d'une fois, et même j'ai ri aux éclats, pour tout vous dire. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Luc sur les croix qui jalonnent nos routes de campagne. Oui, des croix qu'on appelle généralement des calvaires et qui, pour tout vous dire, sont de moins en moins nombreuses. Je me ferai un plaisir de répondre à Luc, mais pour le moment, c'est un autre genre de chemin de croix que je vous propose de parcourir, celui des malheureux ennemis et adversaires de Monsieur de Talleyrand. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au printemps 1838, cela fait 3 ans que Talleyrand, on dit Talleyrand à l'époque, lorsqu'on fait partie du monde en tout cas, 3 ans que Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord s'est retiré de la vie politique, où il a laissé, pour tout dire, un grand vide. Talleyrand est aussi important pour le début du 19e siècle que Thiers le sera 50 ans plus tard, Clémenceau un siècle plus tard ou De Gaulle 150 ans plus tard. Vous voyez que je préfère m'abstenir sur le 2e siècle après Talleyrand parce que là, évidemment, ça devient nettement plus compliqué. On ne fera pas de comparaison avec notre époque. Pour autant que je sache, ils sont loin, nos hommes politiques, des De Gaulle, des Clémenceau et des Thiers. Bref, revenons à Monsieur de Talleyrand, ça vaudra mieux. Sa dernière mission officielle, ambassadeur à Londres du roi Louis-Philippe. Il est très malade en ce printemps 1838, Talleyrand. Il est dans sa 85e année. C'est pourquoi il a laissé son magnifique château de Valençay, à regret d'ailleurs, ce château merveilleux de Valençay en Sologne, que je vous invite d'ailleurs à visiter. Ça fait partie des très belles étapes qu'on peut faire dans toute cette vaste région du Val-de-Loire au sens large. Il a quitté Valençay donc pour venir se claquemurer dans son hôtel particulier au coin de la place de la Concorde, rue Saint-Florentin à Paris. Lui qui a été évêque contre son gré il y a bien longtemps, qui a trahi l'Église de toutes les façons possibles, il a choisi pourtant de mourir chrétiennement. Il a même été jusqu'à rédiger une rétractation qui est vraiment un morceau d'anthologie. D'une certaine manière, c'est le dernier d'une très longue série de retournements de veste, si vous voulez. Voici ce qu'a écrit le prince de Bénévent, parce qu'il est aussi, entre autres nombreux titres, prince de Bénévent. Je le cite. Touché de plus en plus par de graves considérations. Ça, c'est ce qu'on dit quand on voit arriver quand même l'échéance suprême. Conduit à juger de sang-froid les conséquences d'une révolution qui a tout entraîné et qui dure depuis 50 ans. Je suis arrivé au terme d'un grand âge et après une longue expérience à blâmer les excès du siècle auquel j'ai appartenu et à condamner franchement les graves erreurs qui dans cette longue suite d'années ont troublé et affligé l'Église catholique apostolique et romaine et auxquelles j'ai eu le malheur de participer. Si ça c'est pas une palinodie sur son lit de mort. L'ancien ministre fait lire ce texte bien distinctement par celle qui est sa compagne des derniers jours, sa nièce, la duchesse de Dinaud, puis il demande ses lunettes, sa plume. Il prend un semblant de souffle, il faut vous dire qu'il ne respire plus qu'à peine, on ne l'a jamais vraiment bien vu respirer en même temps. Et très vigoureusement, il signe Charles-Maurice, prince de Talleyrand. Nous sommes là le 17 mai, Talleyrand vient de commettre son dernier mensonge, si on peut dire. Il s'assoupit, on annonce un illustre visiteur, c'est le roi Louis-Philippe en personne. Il n'a pas eu beaucoup de chemin à faire depuis le palais des Tuileries, qui est voisin. Le roi se penche au chevet de l'illustre ministre et lui murmure « Je suis fâché, prince, de vous savoir si souffrant ». La voix du souverain tire le vieillard de sa léthargie. Talleyrand ouvre un œil, il fait maintenant des efforts pour parler. « Sire, vous êtes venu assister au dernier moment d'un mourant. C'est un grand honneur que le roi fait à cette maison et que d'y venir aujourd'hui. » La vérité, c'est que Louis-Philippe n'a qu'une idée, c'est de tourner les talons le plus vite possible. Alors il présente quand même les personnes qui sont avec lui, dont sa propre sœur, Madame Adélaïde,
Je vous aime bien, murmure le mourant à la princesse. Il ne faut pas, pour le reste, imaginer une atmosphère trop recueillie. Il y a là beaucoup de gens de ce qu'on n'appelle pas encore le tout Paris, dont une jeune duchesse nous dit un témoin, je cite, qui, entièrement couchée sur un sofa, est entourée d'un essaim de jeunes beaux plus semblables à des valets qu'à des nobles et se tiennent agenouillés devant elle ou assis à ses pieds sur des coussins du divan. On annonce le confesseur, l'abbé du Panloup, qui félicite son ouaille d'être rentré dans le giron de l'église et le prépare à recevoir les derniers sacrements. La confession va durer, elle va durer longtemps, très longtemps. Talleyrand, figurez-vous, ne s'est pas confessé depuis le 1er janvier 1789. J'imagine qu'il y a bien des gens qui auraient aimé être à la place de l'abbé du Panloup à cette heure précise. Talleyrand avait tellement péché, par orgueil, par cupidité, par envie, par colère, par luxure, par ambition surtout, qui s'il ne s'agit pas d'un péché capital, n'en aura pas moins été, selon Jacques de Lacretelle, la mauvaise fée de cet homme. Elle a pris en lui toutes les formes et gouverné tous ses actes, écrivait l'académicien. Il a l'ambition d'un roué, celle de briller intellectuellement grâce aux idées nouvelles. Son esprit perspicace voit venir d'autres temps et il se prête à ce vent favorable. Il a l'ambition de faire fortune. Talleyrand aime l'argent d'abord en jouisseur, il a le goût du faste, il est sensuel, il est joueur, et aussi en homme qui connaît la puissance. Jacques de Lacretelle ajoutait, son unique courage en face du monde sera l'esprit. Le mot cinglant qui risque de le compromettre, il n'y résiste pas, c'est l'héritage du roué ou la revanche du pied-beau. Et oui, il ne faut pas oublier cette infirmité dont souffre Talleyrand et qui va beaucoup influer sur l'existence de l'homme. Alors tout à l'heure, en compagnie de Jacques Santamaria et de Patrice Duhamel, nous allons revenir bien évidemment sur ce goût, pour ne pas dire sur cette manie du mot cinglant chez Talleyrand. Au moment de recevoir l'extrême onction, le prince demande que sa maison, c'est-à-dire ses proches et ses domestiques, soient là témoins. Alors on fait entrer une trentaine de personnes dans la chambre, qui est grande, il est vrai, et au moment où l'abbé va lui faire l'onction des mains, vous savez, au lieu de présenter ses paumes grandes ouvertes, il les donne point fermés. Surprise de Dupanloup, et là Talleyrand lui lance « N'oubliez pas que je suis évêque ». C'est vrai qu'un demi-siècle plus tôt, il avait déjà reçu l'onction épiscopale. Vous voyez cette espèce de présence d'esprit jusqu'au tout dernier moment. Charles Maurice meurt à 15h35 précisément, ce 17 mai 1838. Apprenant 17 ans plus tôt la mort de Napoléon, il avait dit « Ce n'est plus un événement, c'est une nouvelle ». Est-ce qu'on peut en dire autant de sa propre mort ? Ça dépend des points de vue. 2 jours plus tard, en tout cas, Victor Hugo va écrire, et c'est une des pages les plus fameuses de ces choses vues, un drôle d'hommage, ou plutôt d'anti-hommage, que je vais dans un instant me faire une joie de vous lire. L'ouverture de La Force du Destin de Verdi sur Europe 1. Retour avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Monsieur de Talleyrand. Alors, quelque temps après la mort de Victor Hugo, on est là dans les années 1885 et suivantes, ses ayants droit ont publié en 2 séries tout un ensemble de notes prises par le grand écrivain au cours de sa vie et qui reviennent notamment sur les grands événements politiques dont il a pu être le témoin. Et le fait est que Victor Hugo, vous savez, a souvent été aux toutes premières loges de l'histoire de son temps, en train de s'écrire. Ça s'appelle « Choses vues ». Eh bien, à la date du 19 mai 1838, à l'époque, Victor Hugo fait partie du cercle d'amis intimes du roi Louis-Philippe, et on peut très bien imaginer qu'il a lu ça d'ailleurs en privé aux Tuileries. En cette date du 19 mai 38, voici la manière dont il célèbre à sa façon très personnelle, la mort de Talleyrand. Rue Saint-Florentin, il y a un palais et un égout. Le palais, qui est d'une noble, riche et morne architecture, s'est appelé longtemps Hôtel de l'Infantado. Aujourd'hui, on lit sur le fronton de la porte principale « Hôtel Talleyrand ». Pendant les 40 ans qu'il a habité cette rue, l'hôte dernier de ce palais n'a peut-être jamais laissé tomber son regard sur cet égout. C'était un personnage étrange, redouté, considérable. Il s'appelait Charles Maurice de Périgord. Il était noble comme Machiavel, prêtre comme Gondi, défroqué comme Fouché, spirituel comme Voltaire et boiteux comme le diable. On pourrait dire que tout en lui boitait comme lui. La noblesse qu'il avait fait servante de la République, la prêtrise qu'il avait traînée au Champ de Mars, puis jetée au ruisseau, le mariage qu'il avait rompu par 20 scandales et une séparation volontaire, l'esprit qu'il déshonorait par la bassesse. Cet homme avait pourtant la grandeur,
Les splendeurs des deux régimes se confondaient en lui. Il était prince de Vaud, royaume de France, et prince de l'Empire français. Pendant 30 ans, du fond de son palais, du fond de sa pensée, il avait à peu près mené l'Europe. Il s'était laissé tutoyer par la Révolution et lui avait souri, ironiquement il est vrai, mais elle ne s'en était pas aperçue. Il avait approché, connu, observé, pénétré, remué, retourné, approfondi, raillé, fécondé tous les hommes de son temps, toutes les idées de son siècle. Il y avait eu dans sa vie des minutes où, tenant en sa main les 4 ou 5 fils formidables qui faisaient mouvoir l'univers civilisé, il avait pour pantin Napoléon Ier, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la Confédération du Rhin. Voilà à quoi jouait cet homme. Après la Révolution de Juillet, la vieille race dont il était grand chambellan était tombée. Il s'était retrouvé debout sur son pied et avait dit au peuple de 1830, assis bras nus sur un tas de pavés, « Fais-moi ton ambassadeur !» Il avait reçu la confession de Mirabeau et la première confidence de Thiers. Il disait de lui-même qu'il était un grand poète et qu'il avait fait une trilogie en 3 dynasties, acte 1er l'Empire de Bonaparte, acte 2e la Maison de Bourbon, acte 3e la Maison d'Orléans. Il avait fait tout cela dans son palais. Et dans ce palais, comme une araignée dans sa toile, il avait successivement attiré et pris héros, penseurs, grands hommes, conquérants, rois, princes, empereurs, Bonaparte, Sieyès, Madame de Staël, Chateaubriand, Benjamin Constant, Alexandre de Russie, Guillaume de Prusse, François d'Autriche, Louis XVIII, Louis-Philippe, toutes les mouches dorées et rayonnantes qui bourdonnent dans l'histoire de ces 40 dernières années. Tout cet étincelant et saint, fasciné par l'œil profond de cet homme, avait successivement passé sous cette porte sombre qui porte écrit sur son architecture « Hôtel Talleyrand ». Eh bien, avant-hier, 17 mai 1838, cet homme est mort. Des médecins sont venus et ont embaumé le cadavre. Pour cela, à la manière des Égyptiens, ils ont retiré les entrailles du ventre et le cerveau du crâne. La chose faite, après avoir transformé le prince de Talleyrand en momie et cloué cette momie dans une bière tapissée de satin blanc, ils se sont retirés, laissant sur une table la cervelle. Cette cervelle qui avait pensé tant de choses, inspiré tant d'hommes, construit tant d'édifices, conduit 2 révolutions, trompé 20 rois, contenu le monde. Les médecins partis, un valet est entré, il a vu ce qu'ils avaient laissé, tiens, ils ont oublié cela, qu'en faire ? Il s'est souvenu qu'il y avait un égout dans la rue, il y est allé et a jeté le cerveau dans cet égout. Victor Hugo ajoute la sentence latine « finis rerum » empruntée à saint Thomas d'Aquin qui peut se traduire de 2 manières au moins, affirmative, tout a une fin, ou plus dubitative, telle est la finalité de toute chose. Nul doute que M. de Talleyrand aurait préféré la seconde. Victor Hugo disait aussi de notre homme d'État « Talleyrand, ni âme, ni conscience, ni regard, face livide et morte, spectre cité pour ses bons mots, quelque chose comme un cadavre faisant de l'esprit. » En l'occurrence, celui qui fait de l'esprit que je sache, c'est Hugo. Dans les minutes qui viennent, vous allez voir que question méchanceté, Talleyrand n'avait rien eu à lui envier. Et je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission, nous envoyer vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag SIDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à votre récit sur Monsieur de Talleyrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand nous parle cet après-midi de la méchanceté de Monsieur de Talleyrand. Alors j'ai 2 petits bréviaires dans les mains qui sont publiés aux éditions Auray. L'un dans la collection En Verve, c'est Talleyrand, mots, propos, aphorismes, et le bréviaire de Talleyrand du même auteur, Éric Schell, qui nous dit toutes les anecdotes et les aphorismes de Talleyrand avérés historiquement ou prêtés par les contemporains, sont un gage de notoriété que les historiens et les biographes auront ensuite systématiquement colporté à travers les siècles. Et on continue, dit-il, à se demander ce qui expliquait le succès de sa conversation et le secret de sa séduction. Tout en lui était douceur et politesse. On a voulu l'entourer d'élégance et de simplicité et n'opposer que le dédain, l'insolence, le silence à ce qui l'insupportait,
Paresseux, jouisseur et amateur de luxe, il a consacré son énergie à la conquête des femmes et de l'argent. Indifférent à la morale commune, l'opulence aura été son élégance de vie. Il est important de souligner que toutes ne sont peut-être pas authentiques parmi ces citations, évidemment. Chacun sait que la valeur principale des anecdotes, disait Louis Thomas à la belle époque, la valeur principale des anecdotes consiste non en ce qu'elles sont vraies, mais en ce qu'elles s'accordent avec le caractère des personnes à qui elles sont attribuées. Et l'un de ses contemporains ajoutait même « Si quelqu'un s'avisait jamais de les réunir en un volume, toutes ces pensées de Talleyrand, elles feraient, croyons-nous, elles ne seraient, pas trop déplacées sur un rayon de bibliothèque à côté des maximes de La Rochefoucauld. » Et le fait est que certaines ont bien de la profondeur. Il y a une arme plus terrible que la calomnie, disait Talleyrand, c'est la vérité. Méditez ça 5 minutes, vous allez voir que ça nous fait penser à bien des situations, même très contemporaines. Si la justice oblige de punir, la politique oblige de punir sans exception, écrivait-il, à la manière, alors cette fois oui, d'un Machiavel moderne. Si quelqu'un vous dit qu'il n'est d'aucun parti, commencez par être sûr qu'il n'est pas du vôtre, disait-il. On a l'impression de voir la série, c'est comment la série House of Cards. C'est un peu ça. L'expérience de cet homme était sans exemple, il avait tout compris, et notamment ceci. La politique, disait-il, c'est les femmes. Et il ajoutait, dans les affaires importantes, il faut faire marcher les femmes. Les faire marcher, pas dans le sens les faire tourner en bourrique, au contraire. Les faire marcher, les faire travailler, les faire s'activer en votre faveur. D'autres mots nous font encore sourire, tout simplement par leur dosage de cruauté et d'à-propos. Car il faut quand même un incroyable sens de la répartie pour être capable d'envoyer du tac au tac à Mirabeau lors d'une séance de l'Assemblée constituante. Là, on revient dans la jeunesse de Talleyrand. Mirabeau vient de lui dire « Je vais vous enfermer, monsieur de Talleyrand, je vais vous enfermer dans un cercle vicieux. » Et l'autre répond « Comment cela? Est-ce que vous auriez envie de m'embrasser ?» Vous imaginez les éclats de rire sur tous les rangs, comme dirait le logographe. Lors d'un congrès, « Voici un parterre de rois, dit-on à Talleyrand. » C'est probablement au congrès de Vienne d'ailleurs ça. Il dit « Vous voulez dire une plate-bande ?» Un mot sur Blacas. Alors on est là au moment de la Restauration, on est parmi les intimes du roi Louis XVIII. Il y a cet homme, Blacas. Le mot pourrait fort bien s'appliquer à Talleyrand lui-même. « Je ne connais pas de plus habile financier que lui, dit-il. Vous verrez qu'en moins d'une année, il aura trouvé le moyen d'économiser 8 millions sur les appointements de 200 000 francs qui lui sont faits. » Oui, je pense qu'on pourrait dire ça aussi de Talleyrand. À la même époque, alors que le roi Louis XVIII vient de lui annoncer qu'il a l'intention de nommer Beugnot de très haute taille à la marine, voilà ce qu'il répond. Vraiment, je ne sais ce que le long Beugnot pourrait bien faire à la marine, à moins qu'il n'y fût employé en qualité de mât d'artimon. Louis XVIII dit aussi un jour « Qu'a-t-on à reprocher à monsieur Decazes ?» C'était son favori. « Il travaille beaucoup, il m'aime beaucoup. Ici, on ne l'aime pas. On le trouve un peu suffisant. » Oui, sire, suffisant et insuffisant. À la sortie d'un conseil des ministres où une importante question a été longuement discutée, on lui demande, on dit alors, que s'est-il passé dans ce conseil ? Il s'est passé 3 heures, répond Talleyrand. Entre nous, je crois que le bonhomme lui-même n'aurait guère aimé l'exercice auquel je suis en train de me livrer en ce moment même, puisqu'il disait, je le cite encore, « Avant 1789, tout le monde s'empressait de jeter de l'esprit. Personne ne songeait à en ramasser. » Ça, c'est une pierre dans le jardin des bourgeois de l'après-révolution. Mes invités d'aujourd'hui, Patrice Duhamel et Jacques Santamaria, écrivent dans leur anthologie des cruautés politiques, donc ça s'appelle Les Flingueurs, je les cite. Talleyrand, c'est l'intelligence et la cruauté, l'esprit et la méchanceté, la séduction, l'orgueil et la perversité, la vanité et la duplicité, un grand amoureux qui collectionne les aventures, un géant de la diplomatie, un agent double par période, un négociateur hors pair, comme au congrès de Vienne en 1815, où il parvient, d'abord simple observateur et sans grand pouvoir, à influencer les débats avant d'imposer quelques-unes de ses solutions aux 4 puissances vainqueurs de Napoléon. Eux-mêmes citent quelques-unes des plus belles vacheries signées Talleyrand. À propos de Fouché, par exemple, Fouché, vous savez, l'ancien ministre de la police de Napoléon, qui était devenu celui de Louis XVIII, dont il avait du reste contribué à faire guillotiner le frère Louis XVI en son temps. Enfin, dans le fameux dictionnaire des girouettes qui a été publié au moment de la Seconde Restauration, Fouché est avec Talleyrand lui-même celui qui collectionne le plus de girouettes, c'est-à-dire le plus de marques de retournement de veste. Vous savez, ces gens qui ont été fidèles à tous les
régimes successifs. Voilà ce que disait Talleyrand à propos de son comparse. Monsieur Fouché fait un sale métier, mais au moins il le fait salement. Talleyrand disait d'ailleurs du même homme, Monsieur Fouché méprise les hommes. Sans doute s'est-il beaucoup étudié. Autre citation de nos deux amis, en politique, il n'y a pas de conviction. Il n'y a que des circonstances. Et vous voyez que là, on dépasse de loin la question de l'humour et que même si c'est dit avec beaucoup d'esprit, c'est une vérité très profonde qui est émise. Et puis, ce qui pourrait faire un beau sujet de méditation ces temps-ci pour Manuel Valls, le meilleur moyen de renverser un gouvernement, c'est d'en faire partie. Ça, c'est Talleyrand qui l'a dit. J'aime bien aussi celle-ci, ce sera la petite dernière si vous voulez pour la route. Il faut convenir que le gouvernement a bien peu usé en France de cette puissance que donne la fidélité à ses engagements. Je vous la relis parce qu'au premier abord, parfois, on la manque. Le gouvernement a bien peu usé en France de cette puissance que donne la fidélité à ses engagements. C'était à la Chambre des Pairs, c'était lors de la discussion budgétaire de 1814, il y a 200 ans déjà. Bonjour Jacques Santamaria, bonjour Patrice Duhamel, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors évidemment que on pourrait presque dire qu'il est le parrain de vos flingueurs, notre Talleyrand. Hein. Il avait le sens de la formule qui tue, qui fait mouche. C'est la raison pour laquelle on est parti en gros dans ce panorama des flingueurs de Napoléon jusqu'à François Hollande. Mais Napoléon, c'était surtout pour parler de Talleyrand, bien entendu. Ça, c'était l'excuse. Parce que c'est presque le modèle, effectivement. Il avait ce mélange tout à fait rare, évidemment, d'un très grand esprit directement héritier de l'Ancien Régime, et en même temps de cette espèce de franchise un peu brutale qui avait été la marque du régime révolutionnaire, et notamment de ce directoire qui avait fait le début de sa carrière. Le mélange dans une intelligence aussi extraordinaire et dans un tempérament à ce degré de méchanceté, ça ne peut donner évidemment que des bombes. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Sur Europe 1 du Vaisseau fantôme de Richard Wagner. Et oui, c'est la musique qui a servi de bande originale au célèbre film Le Président avec Jean Gabin, un film de Verneuil qui était dialogué par Audiard. Jacques Santamaria, c'est votre domaine. Oui, dialogué par Michel Audiard et qui était lui-même, lorsqu'il était aussi chroniqueur politique, ça lui est arrivé dans sa vie. Dans le Canard enchaîné. Dans le Canard enchaîné. Et puis dans d'autres publications, était un flingueur de première classe. Notamment du général de Gaulle. Oui, c'était sa cible préférée. C'est mieux que de tirer sur les ambulances, évidemment. C'est plus noble. Quel a été le point de départ de ce livre, Patrice Duhamel? D'où vient cette idée? La surprise depuis que je suis l'actualité politique, ça fait un certain temps. Disons les différents présidents dans différentes fonctions, soit le journaliste de terrain, soit de patron de médias, à la fois du caractère brillant d'une certaine férocité, mais là, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, pendant que vous parliez de Talleyrand, on est plutôt sur l'histoire que sur la politique contemporaine. Et puis, de temps en temps, le sentiment que c'est non seulement inutile, mais parfois contre-productif à cause des excès que ça engendre. Et ça, alors en l'occurrence, on le voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, Twitter, etc., etc. Et puis avec Jacques, on a souvent parlé de ça, et on s'est dit, une bonne anthologie des cruautés politiques, en y distinguant, effectivement, alors Talleyrand, c'est une sorte de parrain de ce point de vue-là. Oui, c'est ça. Vous avez eu raison de le distinguer. Et nous, on en a distingué 4. Donc par ordre d'entrée en scène, Talleyrand, Clémenceau, incontournable, le général de Gaulle, éblouissant, et François Mitterrand, d'une férocité et d'un cynisme qu'on peut comparer à Talleyrand d'ailleurs. Ce que nous faisons dans le livre. Il y a quelque chose, il y a
tout petit peu de Clémenceau de temps en temps chez Mitterrand dans la brutalité et la volonté d'humilier, notamment ses amis, entre guillemets, comme Michel Rocard, mais il y a un cynisme, une espèce de jouissance dans la férocité. Oui, mais ce que vous disiez tout à l'heure, Franck, lorsque vous parliez du sens de la répartie de Talleyrand. Il y a le sens de la répartie, mais il y a aussi le sens de la formule, de la formulation, ce qui est encore autre chose. Et on peut totalement mettre sur le même plan, là-dessus, Talleyrand et François Mitterrand. Parce qu'il y a le sens de la répartie, le sens de la formule, et cette formule est toujours cinglante et concise, avec, au moment de l'exprimer, une impassibilité totale. Ah, c'est ça, la froideur. Et regardez comment une phrase de Talleyrand, comme celle que vous avez indiquée tout à l'heure, Monsieur Fouché fait un sale métier, mais au moins le fait-il salement. Prenons une phrase de François Mitterrand aussi aimable sur, au hasard, Jacques Delors. Ce serait un mauvais candidat et un mauvais président, Dieu merci, il le sait. Regardez comment la phrase est construite. Son amplitude, son balancement, sa musique, eh ben, il y a la même chose chez Talleyrand. C'est quelque chose de typiquement français et qui signe la grande culture classique. Et la fameuse phrase de Mitterrand sur Rocard, il a du talent, mais a-t-il des qualités? Talleyrand aurait pu dire mot à mot la même chose. Quand Talleyrand disait est-il fortuné au sens a-t-il de la chance, hein, voilà. C'était la même genre d'interrogation. On pourrait presque dire qu'on aurait adoré voir François Mitterrand jouant le rôle de Talleyrand. Il a été très bien incarné notamment par Claude Rich dans Le Souper, mais vous imaginez François Mitterrand comme ça avec cette espèce également de masque marmoréen, de froideur et parlant. Oui, et avec une économie de mots. Voilà, et qui se rapproche encore une fois de Talleyrand pour ça, et qui s'oppose totalement à Clémenceau et au général de Gaulle, qui eux étaient dans l'éclat. Or, Talleyrand et Mitterrand, c'était feutré, c'était même tamisé. C'était Talleyrand qui disait j'ai toujours froid cette nature. Il y a des phrases de Mitterrand sur certains de ses contemporains, et notamment de ses amis, je remets des guillemets, qui auraient pu être totalement prononcées par Talleyrand. On évoquait l'inverse tout à l'heure. Mais quand il disait de DSK, c'est un jouisseur sans destin, avant l'affaire du Sofitel, hein. Quand il disait de Martine Aubry, elle est trop méchante pour réussir, un jour elle se noiera dans son fiel. Oh mon Dieu. Quand il disait d'Édith Cresson, quand je l'ai nommée, je lui ai dit qu'elle avait le devoir d'être impopulaire, je ne pensais pas qu'elle réussirait aussi bien. Talleyrand. Ah non, c'était Mitterrand. Talleyrand aurait pu dire exactement la même chose. Et quand Talleyrand a dit à la mort de Napoléon, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ce n'est pas un événement, c'est une nouvelle, Mitterrand aurait pu dire ça Ils avaient la même qualité de fiel, si on peut dire. Et un peu le même type de parcours, si l'on peut dire. Alors avec beaucoup évidemment, il faut transposer dans des époques très différentes. Mais l'opportunisme, un peu le même type de racines, un peu le même destin politique. C'est-à-dire ces gens qui, venant de la grande tradition et de la monarchie, se retrouvent finalement dans ce qu'il y a de plus à gauche, quelque part. En tout cas dans le cas de Talleyrand. Dans le cas de Mitterrand, peut-être un peu moins, mais tout de même, il y avait bien donc ce même, en quelque sorte, ce même creuset qui peut expliquer. Alors, donc il y a un couple en quelque sorte, si je comprends bien, Talleyrand-Mitterrand, et puis un autre, alors là c'est de Clémenceau-de Gaulle. Ça n'est pas triste non plus, c'est même encore plus drôle. Là c'est la foudre. Oui, là c'est la foudre parce que on quitte tout ce qui est susurré et murmuré, les pires vacheries dites mezzo voce pour l'éclat de voix. Voilà. Là, on est dans l'éclat, on est sûr que ça va résonner. Et à chaque fois que Clémenceau ou De Gaulle vont fondre sur quelqu'un, on peut dire que c'est toujours la foudre. Il n'y a pas de méchanceté à proprement parler. C'est la foudre. C'est le tonnerre, c'est l'éclair. Avec un talent fou et une culture incroyable. Mais ils ont prononcé presque les mêmes phrases sur, par exemple, si on prend sur l'armée. Clémenceau qui dit, en substance, la guerre est une chose trop sérieuse pour la confier aux militaires.
Et De Gaulle, avec une autodérision qu'on ne lui connaissait pas vraiment, parce que il faisait très attention là-dessus, a dit un jour, il y a pire qu'un général idiot, c'est un général intelligent. Ça revient exactement à ce qu'avait dit Clémenceau quelques dizaines d'années auparavant. Oui, il y a un vrai lien. Alors, ils avaient cette capacité d'assassiner leurs adversaires. On a avec des une grande exemples violence, oui. grande violence. Une violence incroyable. Clémenceau, notamment, on disait c'était le tombeur des ministères, mais c'était un homme qui, d'un mot, était capable de liquider quelqu'un, en fait. Oui, puis le vocabulaire... Avec une certaine vulgarité, parfois, d'ailleurs. Oui, le vocabulaire est pas très très choisi. Le général de Gaulle, c'était... Il y a des choses qu'on a enlevées du livre parce qu'on a trouvé que c'était trop vulgaire. C'était assez vulgaire. Mais c'est volontiers avec Clémenceau, ça devient vite scatologique pour dire les choses clairement. Oui, voilà, mais et puis en plus, il peut pas résister. Je vous vois hésiter à citer les propos. Mais il ne peut pas résister. Il peut pas résister au jeu de mots approximatif. Lorsque un petit peu Almanach Vermont parfois, oui. C'est Almanach Vermont, c'est pas toujours de très bon goût quand au moment de la mort de Viviani, qui avait été l'ancien président du Conseil emporté par la syphilis, Clémenceau fait un discours et dit encore heureux que nous ne soyons pas un parti de chancre gauche. Bon, oui, c'est moyen quand même. Et est-ce comme que vous imaginez aujourd'hui un homme politique, un homme d'État, parce que c'était un grand homme d'État, au moment de la mort du président de la République, dire dans le néant où il retourne, il va se sentir chez lui. C'est ce qu'il a dit quand Félix Faure est mort. Il avait d'ailleurs écrit dans un article assez terrible une phrase qui n'était pas très brillante non plus sur la mort de Félix Faure. Il s'était cru César et il est mort Pompée. Il est mort Pompée, oui, absolument. Voilà. Alors bon, ça c'est Clémenceau. Chez De Gaulle, on a beau dire, c'est nettement plus relevé quand même. Il y a un côté nettement plus distingué. Militaire. Il y a un côté militaire aussi. Il y a parfois il y a un vocabulaire militaire. C'est un petit peu dru. Mais il y a quelque chose qui nous a frappé avec Patrice quand on a fait nos recherches, c'est de voir que sur certains sujets, Clémenceau et De Gaulle avaient eu des réactions totalement identiques. Un exemple sur la Légion d'honneur, par exemple. Deux événements qu'on peut mettre en parallèle, puisque à un peu plus de 50 ans d'intervalle, Clémenceau et De Gaulle ont réagi de la même façon et avec la même cruauté. En ce qui concerne Clémenceau, c'est l'écrivain Pierre Loti qui vient le voir pour lui demander la Légion d'honneur pour son oncle qui a été soldat, blessé à Reichshoffen. Et le vieil homme vit seul et ne sort plus de chez lui. Et Clémenceau, qui n'aimait pas Pierre Loti, et qui s'était montré cruel plus d'une fois envers lui. Quand Pierre Loti entre à l'Académie, il dit « Que fait cette poupée à l'Académie française ?» J'imagine la tête de Richelieu en recevant ce personnage. Et puis une fois qu'il l'avait croisé, il lui avait quand même demandé « Comment va votre mari ?» C'est curieux. Alors Clémenceau écoute plus ou moins patiemment la requête de Loti, puis lui dit « Mais alors, votre oncle ne voit jamais personne ?»« Personne, monsieur le président. » Bon, eh bien écoutez, dites-lui de l'apporter, la Légion d'honneur, ça lui fera plaisir, et nous, ça nous évitera des formalités. Une grande cruauté. 50 ans plus tard, à peu près, au Conseil des ministres, c'est le général de Gaulle qui est président. André Malraux demande la Grande Croix de la Légion d'honneur pour Jules Romain. Et Jules Romain... De Gaulle n'aimait pas. Oui, De Gaulle l'aime pas, parce que Jules Romain ne s'est pas rangé à ses côtés en 40. Et en plus, il étrille la politique de Gaulle dans les colonnes du journal L'Aurore, tous les jours, chaque fois qu'il fait un éditorial. Alors, Malraux sent que ça va mal se passer, donc il dit... vous savez, mon général, Jules Romain est gravement malade. Alors, De Gaulle réfléchit, dit, mais il est si malade que ça? Oh, il est alité, mon général. Mais il reçoit du monde? Ah non, plus personne, mon général. Bon, eh bien, si personne ne peut le voir, qu'il l'apporte, la Grande Croix. C'est la même, oui, c'est vrai que c'est exactement la même vacherie. Ouais. Et quand Général de Gaulle parle, je le lis parce que les mots sont tellement ciselés, des trotte-menus de la décadence, des chevrotants de l'abandon, des débrouillards de la déchéance, des cloportes de marécage, des coureurs de marocains, Clémenceau aurait pu dire mot à mot la même chose. Ouais, c'est quand même d'une violence. Je me dis que finalement, ce qui fait qu'aujourd'hui on n'a plus ce genre de sortie, ou moins en tout cas, c'est peut-être qu'on est devenu trop politiquement correct, d'une certaine manière. Il y a surtout chez les grands acteurs, et je remets une nouvelle fois des guillemets avant et après grand, c'est que les quatre qu'on a cités
avait une culture encyclopédique, phénoménale, littéraire, historique, classique, etc. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce soit de même nature. Et la cruauté, c'est quand même une volonté de nuire, mais aussi de l'humour, de la culture et de l'esprit. Des références, et voilà. Lorsqu'on suit le mercredi, parfois, les débats à l'Assemblée nationale, on aimerait entendre quelques-unes de ces belles saillies qui ont fait les riches heures de la Troisième République. Alors, en plus, il y a l'arrivée de la télévision. Alors voilà, mais on va y venir. Qui fait qu'à la tribune, un discours de la Troisième et de la Quatrième République, c'est absolument impossible aujourd'hui. On a considéré que Jaurès était un des plus grands orateurs, mais un discours de Jaurès littéralement lu aujourd'hui à la télévision, ce serait ridicule. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Les mots qui tuent sont au cœur de l'histoire cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et vos invités, Patrice Duhamel, journaliste, ancien directeur général de France Télévisions, et Jacques Santamaria, réalisateur et scénariste, auteurs tous deux des Flingueurs, anthologie des cruautés politiques aux éditions Plomb. Le maréchal MacMahon, président de la République, est arrivé à Lyon à cheval. Il a l'air intelligent, le cheval, dit Clémenceau. Ça, alors voilà exactement le genre de phrase qu'on pourrait lire dans la bouche de Winston Churchill. On avait fait il y a quelques années maintenant une émission ici sur l'humour de Churchill avec François Kersaudy, et c'est vraiment tout à fait le même genre d'esprit. On peut dire d'ailleurs, on peut décerner à Churchill sans doute la palme du plus grand humoriste politique du XXe siècle, probablement. Jacques Santamaria, je vous vois. Oui. Si. Non, mais comme on avait fait le quatuor français, il est évident que si... Ça donne envie de... Oui, bien entendu. Mais c'est la raison pour laquelle on consacre un chapitre aux relations entre Churchill et De Gaulle, où il y a quand même... où ils se sont balancés quelques vacheries et quelques cruautés et quelques méchancetés du meilleur aloi. Alors, vous nous disiez à l'instant, Patrice Duhamel, qu'avec l'irruption de la télévision dans l'hémicycle, évidemment, il a fallu modifier le type des discours et le mode de communication. Ça, c'est évident. Les immenses orateurs de la Troisième, surtout de la Troisième, un petit peu de la Quatrième, et la République, au Palais Bourbon, maintenant, devant les caméras de la télévision, je disais il y a un instant, ça serait un peu grotesque et ridicule. Donc, il faut faire maintenant, trouver la petite phrase, la même qu'on va trouver sur Twitter, c'est-à-dire 140 mots, c'est ça 140 signes, pardon. Et c'est la petite phrase qui tue, si possible, en tout cas qui est faite pour tuer ou pour blesser, et qui est faite pour être prise sur les chaînes d'information et dans le journal télévisé de 20 heures, c'est-à-dire la phrase qui fait 20 secondes, quoi, à peu près. Mais la différence, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'une petite phrase qui est balancé sur Twitter, c'est pas forcément une répartie, c'est pas forcément une formule. C'est ça. Et il manque souvent l'esprit. Eh oui, objectivement. Vous savez, il y a un habitué de cette émission qui est l'historien de l'Assemblée nationale, c'est Bruno Fulini, que je salue cordialement, et qui a bien montré à quel point tout ça s'était peu à peu perdu. Quand vous reprenez les comptes rendus de séances du 19e ou même encore du début du 20e siècle, on va dire jusqu'à la dernière guerre mondiale, c'était un véritable feu d'artifice. Les jeux de mots notamment, les gens, j'ai envie de dire, on s'amusait beaucoup à l'Assemblée. On y travaillait sans doute, mais on s'y amusait pas mal. J'ai l'impression qu'on s'y amuse moins aujourd'hui. D'abord, évidemment, la part du travail en commission est devenue beaucoup plus importante que la part en séance, tout simplement. Mais il y a eu un certain nombre de débats qui ont marqué l'histoire politique, Patrice Duhamel, ça. Alors là, on sort de l'humour. Mais moi, par exemple, jeune journaliste à l'automne 74, j'ai suivi le débat sur la réforme de l'interruption volontaire de grossesse avec une Simone Veil absolument admirable. Je ne pense pas avoir déjà assisté à un tel déferlement, non pas de vacherie et de férocité, mais tout simplement de haine. C'était de la haine, là, oui. C'est-à-dire qu'il y a un député, un médecin, un gaulliste, qui est arrivé avec un fœtus, qui est d'ailleurs interdit, parce que normalement on a droit à rien d'autre que du papier et un verre d'eau à la tribune de l'Assemblée, et pour faire entendre les battements de cœur du fœtus. C'était absolument insupportable. On a parlé d'eugénisme, d'euthanasie, de génocide, de Saint-Barthélemy, où des enfants en puissance de naître seraient quotidiennement sacrifiés. Vous imaginez ce que c'est? Alors là où c'était physiquement insupportable. Et elle a été, Simone Veil, absolument extraordinaire.
d'une grande sérénité et d'un grand calme. Elle a été magnifique. Un peu sur le même sujet. Alors là, c'était traité avec quand même un peu plus d'humour, notamment avec ce qu'avait dit le général de Gaulle. 7 ans avant, il y a eu l'arrivée de la pilule, qui a donné lieu à un débat tout à fait étonnant où le malheureux Lucien Neuwirth a été traité de fossoyeur. Les députés ont dit nous allons voir se déferler une vague d'érotisme, un relâchement des mœurs. Et général de Gaulle avant, parce qu'il a beaucoup hésité avant d'accepter l'arrivée de la pilule en 67, il avait dit si on tolère la pilule, on ne tiendra plus rien, le sexe va tout envahir, nous n'allons pas sacrifier la France à la bagatelle. C'est magnifique. Quand même. Là, il faudrait refaire un dictionnaire des idées reçues ou même tout simplement de la bêtise après, au bout d'un moment, oui. De la violence, mais la violence sans esprit. C'est ce qui fait la force de votre ouvrage, c'est que on y voit des gens d'esprit, évidemment. Il y en a un dont on n'a peut-être pas suffisamment parlé, Jacques Santamaria, c'est le général de Gaulle. Voilà quelqu'un qui, très régulièrement, sortait une formule incroyable. Il était profondément drôle, même si c'était un humour à froid, comme on dit bien entendu, un pince sans rire. Oui, et puis, je pense pas qu'il y ait eu une journée à l'Élysée, pendant les 10 ans où le général a été président, je pense pas qu'il y ait eu une journée où il n'est pas fait un bon mot, où il n'est pas envoyé une vacherie à quelqu'un. Alors, encore une fois, souvent avec un langage assez militaire. Il y a eu des périodes très agitées, la fin de la guerre d'Algérie, 68, où il y avait quasiment une formule par jour. La chienlit, etc. Là, on entre dans la communication politique. Oui, mais, ce qui était drôle, c'était les vacheries qu'il disait dans le privé et qui ressortent seulement à l'occasion d'un certain nombre de publications de verbatim, de souvenirs ou de mémoires de l'époque. Oui, mais alors ça pouvait être anodin. Par exemple, lorsque en 1967, on lui propose de faire changer le statut de la ville de Paris. Enfin, que ce soit une commune comme une autre. Et on lui dit, mon général, je pense qu'il faudrait élire un maire à Paris. La réponse tombe tout de suite, foutez-moi la paix avec le maire de Paris. Le maire de Paris, c'est moi. Et on n'en a plus jamais parlé. Ça, je pense que ça, c'était une vérité politique au passage. Voilà, enfin, c'est un autre sujet. Et le foutez-moi la paix, c'était 10 fois par jour dans le salon doré, dans le bureau du général. Parce que en général, quand on lui parlait de quelqu'un, souvent un député ou un ministre, je parle même pas des gens de l'opposition, Mitterrand, etc., il dit foutez-moi la paix avec ce con. C'était en général ce qu'il répondait. Moi, l'histoire que je préfère, parce que c'est à la fois de la férocité, pas trop, en l'occurrence, pas trop méchant, et un sens de la répartie incroyable, c'est le jour où il invite une dizaine de ses anciens camarades de Saint-Cyr à l'Élysée, donc ils sont tous généraux autour de la table, il n'y a pas les femmes, et il y en a un qui est connu à la fois pour bien aimer le vin rouge, et pour ne pas être d'une intelligence brillantissime. Et ses camarades, à la fin, le presse de dire ce qu'il a sur le cœur, et il dit, vous savez, mon général, je vous admire, juin 40, 58, c'est formidable. Il y a une chose que je ne pourrai jamais accepter de votre part, c'est quand, en 44, à Alger, vous avez décidé de donner le droit de vote aux femmes. Et là, il y a 10 secondes de silence. Tout le monde se demande si ça va être la foudre ou s'il va le prendre avec humour. Et au bout de 10 secondes, le général fait un mixte des deux et dit « Oui, vous avez peut-être raison. Je crois que j'ai fait une erreur plus grave, c'est de laisser le droit de vote aux militaires. » Ça, c'est absolument magnifique. Alors ça, c'est... bang. Là, c'est drôle. Et parfois, c'est d'une cruauté, d'une méchanceté et d'une injustice terrible. Je crois que un des derniers mots cruels, mais terriblement cruels et injustes du général, c'est en 69. Il a quitté le pouvoir. Il reçoit son éditeur à Colombey-les-Deux-Églises. Son éditeur, c'est Marcel Julian, oui. qui édite ses mémoires chez Plon. Et Julian ne peut pas se retenir de lui poser la question. 69, bicentenaire de la naissance de Napoléon. Bon, on aurait été privé du grand discours du 15 août que Malraux devait prononcer à Ajaccio, et privé du discours que le général devait prononcer aux Invalides. Julien lui dit, qu'est-ce que vous auriez dit, mon général, à propos de Napoléon, si vous aviez pu faire le discours? Et De Gaulle réfléchit à peine et lui dit, j'aurais dit que lui et moi,
avons été trahis par les mêmes félons que nous avons engraissés et que nous avons eu le même successeur, Louis XVIII. Pour Pompidou, c'est terrible. C'est terrible. C'est d'une cruauté qui est au-delà de tout. Voilà. Et tout ça historiquement passionnant entre nous. Voilà. Mais il était vraiment, si j'ai juste 30 secondes. Ah ben oui. Il y a eu, au début des années 60, je sais plus si c'est 62 ou 63, un scandale diplomatique terrible parce que l'ambassadeur de France en Union soviétique s'était laissé aller, avait une jeune maîtresse dont on a découvert qu'elle faisait partie du KGB, donc il a été relevé de ses fonctions. Grand classique. Et il veut s'expliquer auprès du général de Gaulle qu'il connaissait très bien parce qu'il l'avait rejoint à Londres en juin 40. C'est Maurice Dejean. Voilà, Maurice Dejean. Grand diplomate par ailleurs. Oui. Et de Gaulle accepte, bizarrement, juge ses conseillers, mais uniquement parce que Dejean l'avait rejoint à Londres. Et c'est le rendez-vous le plus court de toute l'histoire de la Ve République, puisque Dejean rentre dans le salon doré, le bureau du général. Le général est devant la porte comme une statue de sel, massif, et dit « Alors Dejean, on baise ?» Et ça s'est arrêté là et Dejean est ressorti. Voilà. Ce sera... Pardon pour vos auditeurs et vos auditrices, mais c'est du grand de Gaulle, quoi. Ah oui, c'est ce qui s'appelle le sens de la formule. C'est comme des moments incroyables. À Londres, cette personne qui était venue le rejoindre, qui était passée par l'Espagne, qui avait été arrêtée, qui s'était échappée, qui avait dû refaire le tour, passer par le Portugal. Enfin, c'était une histoire invraisemblable. Il racontait ça, et à un moment, De Gaulle se racle la gorge et devant tout le monde dit bref, et vous voilà. C'est ce qui s'appelle le sens du résumé. S'il reste 20 secondes, c'est son fameux aide de camp qui ne supporte pas de pas partir en vacances, parce que De Gaulle détestait les vacances. Il est passé à la boisserie, il s'ennuyait un petit peu, même quand il écrivait. Et il détestait donc que ses collaborateurs prennent des vacances. Et un jour, il y en a un qui vient le voir, qui lui dit « Bon, général, il faut quand même que je parte 3 jours, mais ma femme, mes enfants... » Le général lui dit « Bon, écoutez, allez-y, c'est un vendredi, en fin d'après-midi. » Le malheureux prend sa voiture, récupère femme et enfants, part vers l'ouest. Et au premier péage, il est arrêté par les gendarmes qui lui disent on vous demande à l'Élysée. Il fait demi-tour, il arrive, il se demande ce qui s'est passé, quel est le drame. Il n'y avait pas les portables à ce moment-là. Voilà. Il arrive, il traverse le secrétariat avec la secrétaire particulière du général qui lui dit le général vous attend. Et quand il rentre dans le bureau, le De Gaulle lui dit « Alors, ces vacances ?» Et il s'est écoulé 2 heures. Patrice Duhamel, Jacques Santamaria, Les Flingueurs, anthologie des cruautés politiques. C'est chez le même éditeur que le général de Gaulle, chez Plon. Dans un instant, sur Europe 1, vous répondrez, Franck Ferrand, à la question de Luc sur l'origine des croix qui jalonnent nos routes de campagne. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Luc. Il nous l'a envoyé via le site internet de l'émission d'Europe 1 sur europe1.fr. Et il aimerait savoir quelle est la signification des croix qui jalonnent nos routes de campagne. Alors ces croix, donc je vous dis, ça s'appelle des calvaires. Ça vient du latin calvarium, qui veut dire le crâne chauve. Vous savez, c'est la traduction littérale du nom hébreu de la colline sur laquelle le Christ a été crucifié, le Golgotha. La tradition veut d'ailleurs que la croix du Christ se soit trouvée au-dessus du crâne d'Adam, là où on avait enterré Adam. Vous savez, bon. Alors, ces crucifix, ces grands calvaires, on en a trouvé partout, bien entendu, depuis très longtemps. Dans certaines régions de Bretagne, en Lorraine aussi, et ça peut devenir de somptueuses et même d'émouvantes œuvres d'art, vous savez. La raison pour laquelle on décide de les ériger ici ou là, il y a plusieurs raisons. Il s'agit soit de remplacer un ancien lieu de culte païen. Vous savez que pendant la longue période d'évangélisation, en 6, 7, 8e siècle, l'Église essaie de transformer les anciens cultes, de les récupérer d'une certaine manière. D'autres croix servent de repères sur des lieux de pèlerinage. Elles sont en quelque sorte des jalons, si vous voulez. Et puis il y en a d'autres qui sont là pour marquer le souvenir d'une épidémie, d'une famine, d'une catastrophe, un accident, un duel qui a pu avoir lieu à cet endroit. Alors le nombre va augmenter considérablement jusqu'à la Révolution, où elles sont enlevées de partout, ces pauvres croix. Puis on en a remis ensuite pas mal au 19e siècle. Aujourd'hui, elles s'abîment. Il y a des associations qui s'emploient à les restaurer et à essayer de les sauvegarder. Bonjour Marion Ruggieri. Bonjour Franck, très jolie cravate aujourd'hui. Je ne sais pas si je dois prendre ça au premier degré. C'est pas Friday Wear. Ce n'est pas Friday Wear du tout. Alors aujourd'hui, Franck, puisque vous ne me posez pas la question, nous recevons Vincent Lacoste et Reda Kateb, 2 jeunes acteurs ultra prometteurs dont vous allez beaucoup entendre parler si ce n'est déjà fait. Et bien voilà, comme ça on sera au courant. Merci beaucoup Marion. Merci à vous Franck. Nous nous retrouvons lundi Céline. Avec grand plaisir Franck.